La bataille faisait rage. Malgré la poussière soulevée par les sabots des chevaux, le soleil déclinant faisait encore reluire les armures cabossées. Le roi, sur son grand cheval blanc, était entouré de sa garde rapprochée. Il fit tournoyer son épée, et désarçonna un ennemi qui tentait de se mesurer à lui. Puis il regarda autour de lui. Les ennemis reculaient de ce côté de la bataille. Mais ce n'était pas le cas de l'autre côté du champ. Le duc, à qui il avait confié l'aile gauche de l'armée, semblait en difficulté. Il allait rallier ses hommes autour de sa bannière pour lui porter secours, lorsqu'il vit un cavalier qui s'approchait de lui à bride abattue. « Sire, sire !» Le soldat avait l'air affolé. « Sire, nous venons de trouver votre fille et 2 autres jeunes filles sur la colline ouest. Nul ne sait comment, mais elles se sont échappées de la cité pour suivre l'armée. Elles assistent à la bataille depuis là-haut. » Le roi s'étrangla. « Comment ? » Au sommet de la colline ouest, quelques cavaliers entouraient 3 petites silhouettes frêles, un peu incongrues dans ce décor apocalyptique. À perte de vue, des cadavres de soldats et de chevaux jonchaient le sol. La bataille avait duré plusieurs heures et le piétinement des chevaux n'avait pas laissé un seul brin d'herbe sur des kilomètres à la ronde. Les charges de la cavalerie lourde faisaient trembler le sol dans un grondement de tonnerre effrayant. Le cliquetis des armes et des boucliers couvrait les gémissements des blessés et les cris des agonisants. La jeune princesse avait un visage têtu, mais coquet, encadré par des boucles blondes qui lui chatouillaient parfois le menton. Elle enrageait d'avoir été repérée par les hommes de son père. Avec ses 2 amies Béatrice et Mélisande, elles avaient faussé compagnie aux gardes de la cité pour assister à la bataille, depuis un bosquet confortable, insouciante du danger qu'elles couraient. Lorsque le roi les rejoignit, il avait l'air furieux. « Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. La bataille n'est pas finie et il faut aller aider le duc. Tu ne perds rien pour attendre. Qu'on la ramène à la cité sous bonne escorte. » Sur ces paroles peu engageantes, il tourna bride pour rejoindre le duc au triple galop. Vous pourriez au moins nous prendre sur vos chevaux. La jeune princesse avait l'air très fâchée, les sourcils froncés et les mains sur les hanches. « Mais, princesse Agnès, votre père a demandé de vous faire marcher pour vous punir de votre désobéissance. Il dit que vous avez su marcher jusqu'au champ de bataille, vous devez pouvoir marcher sur le chemin du retour aussi. » Le sergent se retourna, ils étaient loin de la bataille, maintenant. « Allez, princesse, montez, mais il faudra descendre à l'approche de la cité. Je ne veux pas risquer la colère de votre père. » Les 2 autres cavaliers prirent Béatrice et Mélisande en croupe pour le reste du trajet. Une fois au palais, Agnès se fit disputer sévèrement par la reine pour son inconscience. Elle fut séparée de ses amis et enfermée seule dans sa chambre, jusqu'au retour du roi. Mais la colère de son père ne la faisait pas trembler. Elle l'avait déjà souvent subie et était prête à affronter la tempête lorsqu'il rentrerait. Elle préféra penser à ce jeune et beau chevalier qu'elle avait vu dans la bataille. Le fils du duc. Il n'avait que 3 ans de plus qu'elle. Il se battait déjà comme un lion. Les mèches blondes qui dépassaient, sous son casque, l'avaient captivée. Allongée sur son lit, elle se plongea dans une rêverie sans limite, puisqu'elle était enfermée et n'avait plus que ça à faire. Le lendemain, elle fut convoquée devant son père. Debout, face au trône, elle le regardait effrontément, droit dans les yeux. La colère du roi s'était un peu calmée. Il avait gagné la bataille. Sa fille était saine et sauve et cette fugue l'amusait. Mais il ne voulait pas le montrer à la princesse et gardait une mine sévère en lui faisant ses remontrances. « Te rends-tu compte ? Si l'ennemi t'avait vu avant mes hommes, tu serais prisonnière, en ce moment. Ou peut-être pire encore. » Elle redressa fièrement la tête. « Pourquoi n'ai-je pas le droit de voir la bataille, alors que le chevalier Aymeric peut se battre ?» Aymeric est un homme. Il est en âge de se battre, et c'est au duc d'en décider. Tu es une femme, encore enfant, et c'est moi qui décide pour toi. Tu garderas la chambre pendant 1 semaine complète, sans voir personne. Ce sera ta punition. » Sur ces paroles, il la congédia d'un geste.
Les punitions de Béatrice et Mélisande avaient été moins sévères. Elles étaient toutes deux filles de notables qui travaillaient au palais. Le père de Béatrice était le grand couturier de la cour et celui de Mélisande était sénéchal de la garde royale. Elles connaissaient Agnès depuis le berceau et avaient toutes les trois le même âge, ce qui les unissait dans une certaine complicité. On disait d'elles qu'elles étaient inséparables. Pour atténuer la punition royale, elles vinrent tous les soirs, en cachette, sous la fenêtre d'Agnès. Alors, elles parlaient un peu si la cour était déserte, ou envoyaient quelques friandises. La chambre d'Agnès était décorée avec beaucoup de goût par les artistes du palais. Sculpteurs, peintres et tisserands avaient rivalisé de talent pour rendre la pièce gaie. Les panneaux de bois, qui s'apposaient aux fenêtres pour protéger du froid en hiver, étaient sculptés en relief. On pouvait y voir des chevaux qui se cabraient en se faisant face. À côté du lit à baldaquin, une fresque murale représentait Agnès en tenue d'apparat. Une magnifique tapisserie était tendue sur le mur d'en face. L'artiste avait laissé libre cours à son imagination. On pouvait y voir une magicienne tenant sa baguette, qui parlait à un ours et un enfant. La scène se déroulait sous des arbres. Quand la punition arriva à son terme, les deux amies furent les premières à se précipiter dans la chambre d'Agnès. Après les retrouvailles joyeuses, la conversation arriva rapidement sur Émeric. Qu'il est beau. Tu peux l'oublier, inutile de te faire des illusions. Il est promis à la fille du comte. Je crois qu'elle s'appelle Anne. Agnès se renfrogna. J'en ai assez d'être traitée comme une petite fille par tout le monde. J'ai grandi et personne ne s'en aperçoit. Walter me permet souvent de monter sur les chevaux de la cour et il dit que je monte très bien. Nous arrivons à sortir de la cité sans que les gardes ne s'en aperçoivent. La mère de Mélisande dit que je me bats comme un garçon. Je voudrais participer un peu plus à la vie de la cour et aider mon père dans les guerres qu'il mène. J'en suis tout à fait capable. Mélisande soupira. Que veux-tu y faire? Nous n'avons que 12 ans. Tout le monde te dira que c'est trop jeune et que nous ne sommes que des enfants. Je refuse d'être sous-estimée. Si je ne montre pas que je suis devenue grande, personne ne le fera, et Émeric n'entendra jamais parler de moi. Je refuse de me le faire voler par cette Anne que je ne connais pas. Et quand bien même je la connaîtrais, non plus. Béatrice était déjà inquiète, avant même d'avoir entendu la suite. Que comptes-tu faire? Je vais entrer dans la forêt? Les deux amis frémirent d'épouvante. Tu veux dire la forêt sombre? Oui, et je vais en ressortir, bien sûr. Attends, à quoi te servira de prendre ce risque insensé si personne ne le sait? J'ai eu une semaine pour y réfléchir et j'ai mon plan. Vous savez qu'une seule personne en est ressortie? Oui, le mendiant à moitié fou. En été, il demande la charité devant la grande porte. En hiver, il est recueilli par l'asile de l'hôpital. Avant, il était apothicaire. Exactement. En ressortant de la forêt, il errait comme une âme en peine. Il tenait une plante dans la main. Quand une patrouille de garde l'a trouvé ainsi, ils l'ont menée à mon père. Les médecins ont reconnu en elle une plante très rare et très précieuse, qui ne pousse pas dans le royaume, de la mandragore. La forêt sombre est, en fait, le seul endroit où on peut la trouver. Il paraît que ce sont les conditions climatiques particulières de cette forêt qui le permettent. Comme preuve que je m'y suis rendue, je rapporterai de la mandragore et j'en ferai don à l'hospice. Béatrice blêmit en constatant qu'Agnès ne plaisantait pas et Mélisande se mit à trembler comme une feuille. J'irai seule. Je ne veux pas vous faire prendre un aussi gros risque et vous n'avez rien à y gagner. Elle se fit machiavélique. Pour attirer son attention, c'est la seule solution que j'ai trouvée, s'il n'entend pas parler de la princesse Agnès après ça. Et lorsqu'il saura, la future comtesse Anne va lui paraître fade. Le matin suivant, les trois complices sortaient de la cité pour aller cueillir des champignons, accompagnés de leur nourrice. Walter avait laissé un cheval attaché à un tronc, à un endroit convenu la veille avec Agnès. S'il avait su la véritable raison pour laquelle elle lui avait demandé, il ne l'aurait probablement pas fait. Tout en ramassant les rosées des prés, Agnès s'éloigna peu à peu des nourrices. Puis elle profita d'un buisson pour se glisser derrière et disparaître à leur vue. Délaissant le panier à moitié plein, elle courut vers l'endroit où le cheval l'attendait.
Elle avait souvent parcouru le royaume et connaissait sa géographie par cœur. Elle trouva facilement la forêt sombre, qui s'étendait à plusieurs lieues au nord de la cité. Cette forêt profonde couvrait une vaste surface montagneuse de plusieurs milliers d'hectares. Trouver la mandragore ne serait pas chose facile et prendrait peut-être plusieurs jours. Mais maintenant qu'elle contemplait les premiers arbres qui se dressaient devant elle, ce n'était pas ce qui lui faisait le plus peur. Personne n'en étant jamais ressorti, la rumeur populaire allait bon train, on s'imaginait les pires démons y vivant à l'intérieur. Les délires de l'unique rescapé n'avaient fait qu'alimenter cette rumeur. Agnès n'y avait jamais vraiment cru, mais il fallait se rendre à l'évidence, cette forêt était mystérieuse et dangereuse. Il lui fallut rassembler tout son courage avant de pouvoir avancer à l'ombre des grands arbres. Après quelques mètres, le soleil fut entièrement masqué par la canopée. L'humidité lui saisit le corps et Childéric, son cheval, frissonna. Un lourd silence régnait sur les alentours et prêtait au lieu une atmosphère particulière. Même Childéric semblait vouloir avancer sans faire de bruit. À première vue, l'ambiance de cette forêt n'était pas rassurante. Elle se mit en quête d'un lieu propice à la mandragore. La veille, elle était passée voir le médecin du palais pour en savoir un peu plus sur cette plante. D'après le vieux grimoire qu'il avait sorti des rayonnages, il lui fallait un climat très humide pour pouvoir pousser. Elle rassembla les souvenirs de ce qu'elle avait lu. La plante la plus prisée des médecins, mais aussi des magiciens et des sorciers, elle sert de base à toutes sortes de décoctions et potions. Il faut la chercher au pied des plus vieux arbres, dont le tronc est couvert de mousse et large d'au moins 1,50 m. Mais il ne doit pas y avoir de lierre sur l'arbre, car c'est un parasite qui tue la mandragore. La mandragore est une racine blanche et longue, ayant un peu la forme d'une carotte ou d'un navet. La tige qui dépasse du sol est couverte de petites feuilles, très fragiles, aux fines nervures, ayant un peu la forme d'un trèfle, mais 2 fois plus grosses. Un dessin accompagnait cette description. Le médecin avait ensuite refermé le grimoire et l'avait replacé dans la bibliothèque avec beaucoup de respect. Par ici, le lierre courait sur tous les arbres. Il fallait s'enfoncer un peu plus dans la forêt. Elle allait se remettre en route lorsqu'elle ressentit une douleur très forte sur le sommet du crâne. Elle grimaça, porta la main sur la douleur. Levant la tête, elle aperçut un écureuil sur une branche, à 3 mètres au-dessus, qui émit le premier son qu'elle entendait depuis son entrée dans ce lieu étrange. Le cri de l'écureuil ressemblait à un rire et il la regardait. C'est alors qu'elle vit le gland qu'il lui avait lancé finir de rebondir sur le sol. Furieuse, elle le menaça du poing. « Pourquoi as-tu fait ça ?» À sa grande surprise, l'écureuil répondit. « Je voulais vérifier si je t'avais toujours visé. » Il la regarda encore quelques instants et disparut agilement entre les branches. Le crâne encore endolori, elle remit Childéric en route. Elle commençait à comprendre pourquoi l'apothicaire était ressorti fou. Mais cela n'expliquait pas les disparitions pour autant. Tout en avançant, elle essaya de se remémorer ce qui n'était jamais revenu. Il y a eu Brice, le fils du charpentier, un solide gaillard d'une 20aine d'années. Il était parti chercher des morilles. Tout de suite après, il y a eu toute une patrouille de soldats lancés à sa recherche. Puis Jobert, le braconnier, il s'y était réfugié, sa besace pleine, tandis qu'il était poursuivi par des gardes. Et d'autres, encore, comme la vieille Radegonde, partie chercher de la sauge. Pourtant, elle devait connaître le danger qu'elle courait. Difficile de savoir pourquoi elle s'y était rendue quand même. Mais après tout, je m'y rends aussi, malgré le risque. Par endroits, la forêt était touffue. Et il y avait toujours ce silence, quasi surnaturel. Mais au fond, malgré son étrangeté, elle n'était pas si effrayante que ça. Elle était même emplie de senteurs agréables, étant très fournie en plantes odorantes. Au bout d'1 heure, elle n'avait pas trouvé ce qu'elle cherchait. À défaut de mandragore, il allait bientôt falloir trouver à manger. Elle avait bien quelques rosées des prés dans son panier. Mais aucune gamelle pour les faire cuire. Un peu grincheuse, elle tâta soigneusement la bosse qui avait poussé. Elle songea qu'elle embrocherait volontiers cet écureuil pour l'inclure dans son repas, s'il lui tombait sous la main. Un peu plus loin, des rayons de lumière se faisaient voir, annonçant une clairière.
Ravie de voir un peu le soleil, elle s'approcha et entra dans la lumière. En mettant le pied à terre, elle aperçut des buissons épineux qui semblaient lui tendre ses grosses mûres bien noires. Il lui faudrait trouver ensuite un mets plus consistant, mais elle s'en contenterait volontiers pour l'instant. Alors qu'elle était occupée à cueillir délicatement les baies, elle se sentit observée dans son dos. Elle se raidit, se retourna lentement et n'en crut pas ses yeux. Bouche bée, elle fut à 2 doigts de s'évanouir. Un gros ours se tenait assis, à quelques mètres d'elle et la regardait. Il était imposant. Même assis, il était plus haut qu'elle. Mais, l'instant de surprise passé, il n'était pas du tout effrayant. Même Childéric paissait tranquillement, sans aucune inquiétude. Il lui adressa la parole. Bonjour, je ne sais pas où il pourrait y avoir une ruche. Je n'arrive pas à en trouver et j'ai très envie de miel. Elle mit un certain temps avant de pouvoir répondre. Je viens, de cette direction. Les mots avaient du mal à sortir naturellement. J'ai vu un essaim à 100 de mètres. Elle ne put finir sa phrase autrement qu'en pointant du doigt la direction. L'ours se mit sur ses 4 pattes. Merci, j'y vais de ce pas. Comment t'appelles-tu? Elle répondit mécaniquement, l'air médusé, en le regardant passer à côté d'elle. Agnès. Puis, se ressaisissant, elle lui courut derrière pour le rattraper. Excusez-moi, monsieur l'ours, mais je cherche de la mandragore. Vous pourriez peut-être m'indiquer où en trouver? L'ours s'assit à nouveau et se frotta le museau avec sa patte avant. De la mandragore. Oui, j'ai besoin de mandragore et elle ne pousse que dans cette forêt. Mais depuis ce matin, je tourne sans trouver les arbres au pied desquels elle pousse. Des gros chênes moussus, sans lierre. Non, tu te trompes. Pas forcément des chênes. En réalité, les mandragores affectionnent surtout les sapins. Des sapins? Mais il n'y en a aucun par ici. Tu te trompes encore, jeune Agnès. Il lui indiqua le nord. Si tu prends cette direction, le sol va rapidement monter sous tes pieds. C'est la montagne la plus proche. Et dès que tu auras pris un peu d'altitude, tu vas voir que les sapins vont remplacer les chênes. Vous êtes gentil, monsieur l'ours. Vous m'évitez de chercher pendant des jours. Oui, mais il y a un problème. Lequel? Il est dangereux d'aller dans cette direction, jeune fille imprudente. Dangereux? L'ours s'assit en face d'elle. La forêt est le domaine de Gwendoline, la magicienne. Jusqu'à la forêt de sapins. À partir de là, vit son ennemi, le plus noir et le plus terrible de tous. Elle seule peut se mesurer à lui. Il est dangereux pour tous les autres êtres vivants, et en particulier pour les humains. Elle resta rêveuse un instant. Gwendoline, la grande magicienne. Alors, elle existe vraiment? Oui, je peux te le dire, c'est mon ami. C'est l'ami de tous les êtres vivants de cette forêt, sauf de Molokov. Mais il faut que je trouve la mandragore. Comment reconnaître ce personnage? À quoi ressemble-t-il? Il vaudrait mieux que tu ne l'approches pas suffisamment pour avoir besoin de le reconnaître. Mais si cela arrive quand même, tu le reconnaîtras en face de toi, sans que personne n'ait besoin de te le décrire. Agnès frissonna. Je suis chez Gwendoline. Mon père n'aimerait pas que des étrangers traversent son royaume sans se présenter au palais. Comment faire pour la trouver? Tu es très lucide pour ton âge. En réalité, elle sait déjà que tu es là. Et elle sait probablement qui tu es. Quant à moi, bien que j'ai aussi quelques pouvoirs magiques, je n'en ai pas autant qu'elle. Et je ne le sais pas. Qui es-tu donc, jeune Agnès? Je suis la fille du roi Henri. Son royaume est voisin du domaine de Gwendoline. J'ai entendu parler du roi Henri. Un roi très sage, qui dirige plutôt bien son pays, dit-on. On dit aussi qu'il n'a qu'un seul défaut. Il aime trop guerroyer. Et son peuple est fatigué de ces guerres sanglantes. Elle en resta bouche bée. J'ignorais que l'on disait cela de mon père.
Ne t'inquiète pas pour Gwendoline. Je vais lui dire que la princesse Agnès est de passage ici et qu'elle la salue. En attendant, je te souhaite la bienvenue à sa place. Tu peux rester ici autant que tu veux. Mais de grâce, fais vraiment attention si tu montes jusqu'au sapin. Puis il repartit, de sa démarche un peu gauche et lourde, en quête de la ruche. Agnès se sentait déjà moins bête qu'en rentrant dans la forêt. Cet ours, décidément très sympathique, lui en avait beaucoup appris. Son père avait l'habitude de dire « La peur ne protège pas du danger. Ce qui en protège le mieux, c'est de bien le connaître. » Quand elle retournerait au palais, elle pourrait épater tout le monde, en leur expliquant le véritable danger de la forêt sombre. Mais encore fallait-il aller sous les sapins, avant d'en ressortir. L'ours avait dit, au nord. Childéric trouvait assez facilement son chemin au milieu des arbres et des buissons. Ses sabots croisèrent un petit sentier, suivi par un ruisseau. Il allait dans la bonne direction, et Agnès le suivit. Il les mena jusqu'à une hutte en deuil. Des tentures noires, des fleurs, étaient suspendues sur les murs de bois. Des animaux se recueillaient devant le seuil. En voyant le tableau, elle s'arrêta et mit pied à terre, avec le silence qui se doit dans ces occasions. Une biche se retourna pour la regarder approcher et chuchota à son intention. « Vous la connaissiez bien ?» Un peu gênée, Agnès souffla sur le même ton. « Non, je passais ici par hasard. Qui était-ce ?»« Une dame âgée, que tout le monde connaissait et aimait bien par ici. À tel point que Gwendoline a décrété un jour de deuil dans la forêt. » Puis elle ajouta, en se tournant vers la maison. « Repose en paix, Radegonde. » Agnès n'en crut pas ses oreilles. Se pouvait-il que ce soit Radegonde, qu'elle connaissait et qui avait disparu? Depuis combien de temps habitait-elle la forêt? Cela fait 4 ans. Elle n'a jamais voulu en ressortir. 4 ans, la date correspondait. Elle racontait que son petit-fils était mort à la guerre. Elle a été venue pour vivre sa peine en ermite. Mais les êtres de la forêt sont agréables et elle n'a pas pu vivre isolée comme elle le voulait. Très rapidement, tout le monde l'a appréciée. Agnès se sentait de plus en plus gênée. Elle s'inclina en direction de la hutte, se recueillit quelques instants, puis s'en alla discrètement. Elle reprit son chemin vers le nord, et bientôt, elle attaqua les pentes. Il lui arrivait de trouver un arbre fruitier, de temps à autre. Elle en dégustait alors les pommes, ou les noix, qui y poussaient en ce début d'automne. Tout en avançant, les pensées se bousculaient dans sa tête. Elle allait arriver dans un endroit dangereux et il faudrait trouver les précieuses racines rapidement et en ressortir au plus vite. Au bout d'1 heure de montée, la température avait baissé et les premiers sapins apparurent. Elle libéra son cheval, en lui demandant de l'attendre. Elle ne voulait pas l'exposer au risque dont lui avait parlé l'ours. Il n'avait pas la faculté de parler, contrairement aux habitants de la forêt, mais la regarda d'un air triste qui semblait vouloir la retenir. Elle continua à pied, prenant avec elle son panier, son couteau pour déterrer les racines et sa cape, bien serrée autour d'elle. Elle se fit très attentive et avança le plus discrètement possible. Plutôt que de s'enfoncer à l'intérieur, elle résolut d'abord de se tenir à la lisière des 2 essences d'arbres. Mais après 2 heures de recherche, l'après-midi s'avançait et il lui fallut se rendre à l'évidence. Elle allait parcourir des kilomètres sans rien trouver, de cette manière. Elle avait aussi la désagréable sensation d'être suivie, depuis quelque temps. Mais chaque fois qu'elle se retournait, personne ne se laissait voir. Une fois encore, il lui fallut rassembler tout son courage pour s'enfoncer plus avant sous les sapins. Un souffle froid en provenait. Les animaux se firent plus rares, voire inexistants. Le premier qu'elle aperçut fut une couleuvre qui s'enfuit devant ses pas. Plus elle avançait, plus les lieux s'obscurcissaient. Et toujours cette impression diffuse d'être suivie, sans en avoir aucune confirmation. Il faut absolument que je trouve rapidement, si je veux sortir d'ici avant la nuit. À ce moment précis, une grosse branche d'arbre tomba juste derrière elle, comme pour lui barrer le passage vers la sortie. Plus loin,
Au cœur de la forêt de sapins, une forme sombre était tapie sur le sol et laissait entendre un souffle rauque. La forme se reposait et émettait de temps à autre des grognements qui semblaient provenir du plus profond de ses rêves. De couleur noire et velue, elle était trop grosse pour être un loup dont elle avait pourtant l'allure. La gueule ouverte, d'où s'échappait une langue rouge et une haleine fétide, la bête avait posé sa tête sur ses pattes avant qui lui servaient d'oreiller. Une couleuvre s'approcha d'elle et vint lui siffler quelque chose à l'oreille. Réveillée, la bête ouvrit ses yeux qui brillèrent de convoitise et se dressa sur ses pattes arrière. Elle se tenait debout, laissant voir un torse et des mains humaines, alors que ses membres et sa tête appartenaient à un loup gigantesque. Elle huma l'air dans toutes les directions, avant de se décider à en suivre une qui lui semblait la bonne. Agnès trébucha et tomba au sol. En se relevant, elle regarda ce qui l'avait fait tomber. Cette racine n'était pas si haute, comment avait-elle fait pour se prendre les pieds dedans? Elle épousseta sa robe en soupirant de fatigue et en regardant autour d'elle. C'est alors qu'elle aperçut enfin ce qu'elle cherchait. Ce vieil arbre était énorme et moussu à volonté. Elle s'approcha avec circonspection et eut la satisfaction de voir les petites feuilles en forme de trèfle. Ravie à l'idée d'avoir enfin atteint son but, elle s'agenouilla devant et tant pis pour la robe. Avec son couteau, elle déterra plusieurs racines de belle taille. Ces tubercules n'étaient pas très appétissants, à première vue, et n'avaient aucune odeur. Sans plus s'attarder à les contempler, elle remplit rapidement le panier. Il devait être environ 5 heures du soir. Maintenant, il fallait sortir d'ici avant qu'il ne fasse nuit noire. Mais lorsqu'elle se retourna pour repartir d'où elle venait, une surprise de taille l'attendait. En face d'elle se tenait un démon qui semblait tout droit sorti de l'enfer, mi-homme, mi-loup. À présent, elle n'en menait pas large et reculait, paralysée par la peur. Très vite, elle se retrouva adossée à l'arbre. Le monstre salivait et une lueur mauvaise s'allumait dans son regard, tout en avançant vers elle. Ce n'était pas si souvent qu'il avait un repas de choix à se mettre sous la dent. Il se penchait en avant pour attraper sa proie lorsqu'il reçut 2 flèches dans le côté droit, l'une après l'autre. Il se redressa et regarda son agresseur. Un jeune et solide gaillard d'une vingtaine d'années approchait prudemment, son arc bandé avec une 3e flèche prête à tirer. Surpris, le monstre préféra battre en retraite et courut se réfugier au cœur des arbres. Non sans proférer un grognement qui ressemblait à une menace à l'encontre du jeune archer. Il l'attrapa par le bras pour la faire se relever. « Dépêche-toi! Il va revenir très vite, il nous faudra être loin d'ici !» Elle eut la présence d'esprit de reprendre le panier qu'elle avait lâché et s'enfuit à toutes jambes aux côtés de son sauveur. À la lisière des 2 forêts, ils se permirent de souffler un instant. Elle le regarda avec gratitude. « Je te reconnais. Tu es Brice, le fils du charpentier. Je te remercie. Maintenant je te dois la vie. » Il me semblait bien avoir senti quelqu'un qui me suivait. C'était donc toi? J'étais dans la hutte de Radegonde quand je t'ai vu t'en approcher. Moi aussi je t'ai reconnu tout de suite, mais tu as grandi. Ta présence ici m'a intrigué, alors je t'ai suivi. Quand j'ai vu que tu prenais le chemin qui mène à Molokov, je me suis rapproché pour te protéger. Sans ton intervention, je ne serais plus là, maintenant. Mais pourquoi as-tu fait cela? Rien ne t'y obligeait? En choisissant de rester dans cette forêt, je suis devenu un déserteur. Si je veux retourner un jour au pays, peut-être me pardonnera-t-il, si j'ai sauvé sa fille. Je saurais m'en souvenir. Mais ce monstre, il n'est donc pas si terrible que ça, puisqu'un seul archer peut le mettre en déroute. Détrompe-toi! Il est sans doute déjà guéri, et probablement qu'il nous cherche déjà.
La surprise et la douleur l'ont fait fuir, mais sa magie est bien trop importante pour 2 petites flèches. Ils se mirent en quête de Childéric. Je suis sûr qu'il a un point faible quelque part. C'est la 2e fois que je le mets en fuite. Il va me détester encore plus maintenant. Je pense que s'il s'enfuit, c'est pour éviter d'exposer son point faible le temps de guérir sa blessure. J'en ai parlé à Gwendoline. Elle dit que j'ai probablement raison. Mais il reste encore à découvrir lequel avant de pouvoir débarrasser la forêt de sa présence. Tu es un bon guerrier. Pourquoi as-tu choisi de rester ici? Raconte-moi ton histoire. Je ne croyais pas aux rumeurs qui couraient sur la forêt. Je suis parti y chercher des morilles. En entrant ici, j'ai découvert un univers étrange, magique et enchanteur. J'ai rencontré Gwendoline. Elle s'inquiétait de la présence d'un archer ramasseur de champignons chez elle. Elle est d'une grande sagesse, si rassurante et si accueillante. Tout son domaine est si paisible, grâce à sa magie, je n'ai pas eu envie de rentrer. La pensée de retourner servir à la guerre m'a paru insupportable. Alors, j'ai décidé de rester. Je me suis débrouillé pour prévenir mon père. Il préfère me savoir là qu'en train de risquer ma vie dans l'Ost. Agnès était capable de comprendre ce choix. Après une seule journée, elle se sentait déjà sous le charme. Cependant, son cas était différent. Elle ne perdait pas de vue la raison qui l'avait fait entrer ici et elle avait hâte de revenir pour montrer sa trouvaille. Ils retrouvèrent Childéric à l'endroit où Agnès l'avait laissé. Il l'avait attendu tranquillement et eut l'air soulagé de la voir revenir. Ce cheval est intelligent et expressif. Il ne lui manque que la parole. D'ailleurs, s'il reste un peu plus longtemps, il parlera comme tous les autres. Car le sortilège de Gwendoline va agir sur lui aussi. Ah, non merci, si c'est pour l'entendre me faire des sermons. Elle l'enfourcha et s'installa sur la selle. Je te dois la vie, Brice, je ne l'oublierai pas. Ce fut un plaisir, princesse. Il la salua et la regarda partir au petit trot. Retrouver son chemin ne lui apporta pas trop de difficultés. Elle finit par entrer dans la vaste clairière où elle avait cueilli des mûres, quelques heures plus tôt. Elle y aperçut une silhouette connue. L'ours était assis, lui tournant le dos et contemplant le soleil qui se couchait derrière la cime des arbres. Elle s'approcha à quelques mètres. Magnifique coucher de soleil, n'est-ce pas, monsieur l'ours? Il se retourna et se leva en la voyant. Oh, princesse Agnès, comme je suis heureux de te revoir. Mais tu n'es donc pas allée jusqu'au sapin? Elle exhiba le panier plein. Si, et j'en suis revenue avec de la mandragore. Eh bien, il m'a semblé ce matin que tu n'étais pas une fille comme les autres. J'ai eu beaucoup de chance. Je n'en suis ressortie que grâce à un homme très brave. Moi aussi, je suis si contente de vous revoir. Il lui lança un regard malicieux. Alors, tu as probablement remarqué que beaucoup d'humains ont choisi de rester ici. Vas-tu faire comme eux? Elle prit un air grave pour répondre. C'est un lieu de paix hors du commun. Mais ma place n'est pas ici. Mes parents doivent être très inquiets. Je comprends très bien. Mais j'ai compris certaines choses que je n'imaginais pas du tout avant d'entrer ici. Ça ne va pas être facile d'expliquer à mon père comment les guerres pèsent sur son peuple. Il faut aussi que j'apporte des précisions au grimoire du médecin, c'est très important. L'ours hocha la tête. Je peux vous poser une question, monsieur l'ours? Laquelle, ma jeune amie? Dans ma chambre, il y a une tapisserie. Jusqu'à ce jour, je croyais qu'elle illustrait une fable. Mais je m'aperçois que celui qui l'a tissée connaît bien la forêt. Dessus, on peut y voir Gwendoline, un ours semblable à vous, et un jeune garçon. Pourtant, je croyais qu'une seule personne était ressortie de cette forêt. Un apothicaire devenu fou. Pensif, l'ours semblait rassembler ses souvenirs. Les humains que j'ai rencontrés sont tous restés, sauf un jeune garçon, il y a plusieurs années en arrière. Il avait à peu près ton âge, mais aujourd'hui, il doit être adulte. Si j'étais toi, j'irais discuter avec un tisserand en rentrant au palais. Agnès sourit et alla lui faire un bisou sur le museau. J'espère bien avoir l'occasion de revenir. Mais quoi qu'il arrive, et si ce n'est pas le cas, j'aurai du mal à vous oublier, monsieur l'ours. Au revoir, jeune princesse. À bientôt, peut-être.
Grimpant sur Childéric, elle prit la direction de la lisière de la forêt. Au moment où elle franchissait les derniers arbres et rejoignait la plaine, le soleil disparaissait complètement derrière les collines. Elle serra sa cape sur elle et mit Childéric au trot. Elle n'avait pas sommeil. Elle pourrait toujours dormir en arrivant. Il lui resterait alors quelques heures avant que le soleil ne se lève.